Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Hello David, je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit. Salut Anna. Est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien oui, donc David, donc product designer actuellement chez Spendesk. Je peux revenir un petit peu sur mon parcours. Ça fait à peu près 8 ans maintenant que je travaille dans l'univers du digital, on va dire. J'ai pas toujours été product designer. J'ai commencé par faire des études d'informatique à la faculté des sciences de Nantes, tout d'abord, en informatique de gestion. Donc, comme quoi la boucle est bouclée après par rapport à Spendesk, j'y reviendrai un peu plus tard. Ouais, même quand j'étais étudiant en informatique, je savais que j'étais pas trop dans la voie qui m'intéressait principalement. Je m'arrangeais toujours pour avoir à faire des sites web, soit pour moi, soit pour des potes, parce que ce que j'avais toujours là où j'avais le plus d'attirance, c'était sur la partie graphique, plus que l'informatique pure. Mais par des problèmes d'orientation, ou un manque de connaissances en tout cas, de ce qui existait à l'époque d'un point de vue formation sur tout ce qui était design, graphisme, etc. Je me suis retrouvé en fac d'info à Nantes, sans trop savoir en fait ce que j'allais en faire. Mais j'avais quand même cette attirance de toute façon pour l'aspect digital. Le web existait, mais donc là on était en 2005, donc il existait déjà, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, donc même en termes de formation, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. Et donc de là, en fait, de l'école de la fac d'informatique, je me suis retrouvé en école d'ingénieur, donc toujours à Nantes. Et de l'école d'ingénieur, je me suis retrouvé à faire un semestre d'études à Montréal, où là j'ai pu faire un stage de fin d'études en start-up, où j'étais en fait développeur front. Je continue parce que ce parcours est long. De développeur front, en fait, là je travaillais à la fois avec donc, ce qu'ils appelaient à la base, là-bas dans cette startup, un graphiste, il n'y avait pas encore les termes UI designer, etc., ni même product designer. Mais par contre, il y avait la product manager qui, elle, faisait tout ce qui était wireframe. Et donc c'est là où j'étais pour la première fois confronté un petit peu à l'UX, au design thinking, et à la façon dont on travaille un produit digital. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas d'arriver en bout de chaîne, même si les développeurs n'arrivent pas nécessairement en bout de chaîne, mais tel que je le vivais dans mon stage, d'arriver en bout de chaîne sur devoir développer des features, mais plutôt de les réfléchir en amont, et donc de participer plus à la conception. Donc j'ai cherché une formation, et du coup j'ai fait un master spécialisé au Gobelin, donc à Paris, pour faire de la gestion de projet. Alors, ça s'appelait MICNI, pour Manager en information de la communication numérique interactive. Et donc, du coup, en gros, c'était gestion de projet et conception de produits digitaux, donc UX design. Globalement pour la formation. Top. Et du coup, en fait, c'est en choisissant les Gobelins que tu t'es dit je quitte Nantes et je monte à Paris ? J'avais déjà quitté Nantes puisque j'étais parti à Montréal pendant 1 an. Et effectivement, après, la suite, pas forcément logique, mais j'avais envie d'aller à Paris. C'est toujours vrai aujourd'hui, mais ça l'est beaucoup moins. Il y a quand même beaucoup plus d'opportunités, que ce soit en termes de formation, en termes d'univers, donc que ce soit d'agence digitale ou de start-up. Et donc, du coup, beaucoup plus d'opportunités de monter à la capitale. Tu as eu des expériences en freelance ? Ouais, exactement. Alors en fait, donc après mes premières expériences professionnelles, en fait, elles n'étaient pas dans l'univers startup, même si c'est par là que j'ai commencé en stage. Après, j'ai pas mal travaillé en agence, donc plutôt agence de communication digitale, à faire des sites expérientiels, comme on en faisait beaucoup à l'époque. Donc j'étais notamment chez Usic, où j'étais chef de projet concepteur, donc à la fois je gérais le projet et quand les besoins du projet le demandait, je faisais les wireframes pour les sites. Et donc après ça, j'ai fait plusieurs agences du même type. Alors, excuse-moi, tu voulais parler du freelance.
parce qu'avant de passer en freelance, j'ai fait une expérience aussi, je suis passé chez Vide Dressing, ce qui a été un peu mon passage vers l'univers produit, après avoir fait quelques années en agence. Donc je suis pas resté très longtemps chez Vide Dressing en CDI pour plein de raisons où au final ce que j'avais à y faire à plein temps, je m'ennuyais un petit peu. Et donc je leur ai émis l'idée que moi je voulais me mettre en freelance et on a décidé de continuer à travailler ensemble. Donc je restais un UX designer pour eux, mais en freelance à côté je prenais d'autres sujets. Notamment au début avec des agences avec lesquelles j'avais travaillé auparavant. Donc ce qui m'a simplifié aussi la tâche. Parce que commencer en freelance au début ça peut faire peur puisqu'on se jette un peu dans le grand bain et le tout c'est de trouver en fait des clients. Et là en fait moi j'avais la chance d'avoir au moins un client d'assuré qui était Vide Dressing et d'avoir un réseau d'agences avec lesquelles j'allais travailler, ou alors mes anciens collègues étaient eux dans de nouvelles agences. Et donc du coup j'avais déjà un contact de clients, un pool de clients potentiels assez développé. Comment t'es arrivé chez Spendesk? Et ben chez Spendesk c'est justement en freelance. J'ai commencé en freelance chez Spendesk. Donc c'était il y a maintenant 1 an et demi, voire un petit peu plus même. C'est même pas du démarchage, hein, enfin pas de mon côté en tout cas. J'ai reçu un message LinkedIn de Jordan qui à l'époque était Head of Product et me disant qu'il cherchait un product designer. Il y avait déjà un product designer à travailler sur le produit. Ils avaient besoin d'externaliser une partie du produit, de trouver quelqu'un pour avancer une partie en design. Pour être honnête, au début, je lui ai même pas répondu. J'étais sur d'autres sujets à l'époque et je connaissais Spendesk. J'avais déjà vu le produit, etc. Mais sur le coup, en fait, ça correspondait pas au projet que j'avais envie de faire. En fait, j'avais pas envie d'aller vers une fintech. Je travaillais déjà en fait avec une fintech à l'époque et j'avais envie de voir autre chose. Et en fait, il m'a relancé. Je lui ai expliqué que moi, parce qu'à la base, il cherchait quand même quelqu'un plutôt en CDI. Je lui ai expliqué que moi, je cherchais pas de CDI, que je voulais rester en freelance. Et de là, en fait, on s'est appelé. Il m'a dit, bah écoute, même si tu cherches pas de CDI, ça peut toujours être intéressant de se rencontrer pour une mission en freelance. Le contact est hyper bien passé. J'ai rencontré l'équipe, le contact est super bien passé aussi. Et en fait, ça m'a vachement donné envie de travailler avec eux. Et donc là, on a entamé une collaboration. J'ai travaillé pendant 8 mois en freelance avec eux, à base de 2 à 3 jours par semaine en fonction des besoins. Mais j'essayais toujours, en fait, quand j'étais en freelance, même si j'avais la chance, en fait, quand on est en product design, c'est que c'est souvent des projets longs. Donc les missions, c'est assez rarement pour du 4-5 jours, ça va être toujours sur du continu, puis en plus on va vouloir construire une première version, la tester, etc. Donc on va être toujours sur du long terme. Et donc moi, en freelance, je voulais pas me dire je prends des missions long terme de 2 à 3 mois avec le même client en fait, parce que sinon j'avais l'impression d'être un peu en salariat déguisé. Et pour moi, l'intérêt du free, si j'avais voulu me mettre en freelance à la base, c'était pour pouvoir être confronté à un panel de projets différents. Et donc je voulais pas m'enfermer dans des projets à chaque fois. Donc le contrat c'était un petit peu ça, c'était je suis disponible mais à mi-temps pendant X temps. Et du coup c'est toujours le cas, t'es toujours en freelance chez Spendesk ou ça a évolué? Non, ça a évolué. Je suis resté donc, j'ai fait 8 mois à peu près de freelance avec Spendesk et j'ai fini par accepter de les rejoindre en CDI. Eux cherchaient de toute façon, vu la croissance qu'avait Spendesk, à embaucher quelqu'un à plein temps. Et moi, en fait, de mon côté, j'arrivais un petit peu à une fin de cycle du freelance. Alors, je suis resté 2 ans et demi en freelance, c'est pas non plus hyper long.
Mais je ressentais le besoin. Alors à la fois, je m'entendais hyper bien avec tout le monde chez Spendesk, à la fois humainement et professionnellement, la façon de travailler, la vision de voir les choses, etc. Je m'y reconnaissais, donc j'avais envie bah, de, d'y passer plus de temps. Et donc, comme je disais, j'arrivais à la fin d'un cycle de freelance où, en gros, soit je continuais à prendre des projets avec des startups qui étaient encore pas forcément hyper développées, puisqu'elles n'avaient pas nécessairement la capacité à recruter un designer à temps plein, ou alors, comme ça a pu être le cas avec Spendesk, si elles étaient très développées, je pouvais travailler que sur une partie du projet, ou en tout cas pas aller jusqu'au bout des choses, comme on aime le faire en product design, à savoir faire les tests utilisateurs, vraiment faire de nombreuses itérations, etc. Donc soit c'était vraiment des plus petits projets, soit c'était en surface sur un plus gros projet. Et là, pour le coup, à Spendesk, j'avais envie d'aller plus dans le détail et participer davantage à comment on va construire l'équipe design, comment on travaille véritablement avec une entreprise qui est en forte croissance aussi, puisque là, c'était pouvoir voir de l'intérieur comment Spendesk allait grandir, ce qui s'est passé. Pour redonner un peu de contexte, je vais rapidement expliquer. Donc Spendesk, c'est une fintech qui a levé 35 millions d'euros en septembre dernier, qui est orientée B2B. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le produit en détail, à savoir les key features? Ouais, alors donc Spendesk, en fait, on est un outil de gestion des dépenses, donc on n'est pas une banque. On vient se mettre au-dessus de la banque d'une entreprise. Et nous, notre objectif, c'est un peu à la manière où des Lydia ou Revolut ont révolutionné l'approche bancaire pour le grand public, c'est de faire la même révolution, mais dans le milieu des entreprises. Donc ça se concrétise en donnant plus de liberté aux employés d'une entreprise sur la gestion de leurs paiements. Donc par exemple, toi, Anna, lorsque tu es dans ton entreprise et que tu as besoin de faire un achat d'une nouvelle souris pour pouvoir, parce que la tienne ne fonctionne plus, et l'idée c'est que tu n'aies plus besoin d'aller voir la personne en charge des finances de l'entreprise, où elle va te donner la carte, ou alors au pire, elle va te mettre les numéros de carte sur un post-it. Là, en fait, tu vas directement pouvoir faire une requête, que ce soit avec ton téléphone ou sur ton ordinateur. Tu mets, j'ai besoin d'une souris, le montant, tu vas pouvoir obtenir une carte virtuelle. Donc ça, et donc payer avec ta carte virtuelle. Donc ça va être une première partie du produit, en fait, Spendesk. Après, ça, c'est la première brique, en fait, qui a été développée. Derrière, ça a été augmenté en fait avec l'ajout de cartes plastiques. Donc maintenant il y a aussi des cartes plastiques pour des commerciaux qui vont être sur le terrain. On peut aussi faire des notes de frais, des paiements par virement bancaire. Donc ça c'est pour tout ce qui est la partie paiement. L'intérêt c'est aussi que derrière il y ait une partie contrôle, donc que les managers, donc managers d'équipe puissent avoir une visibilité sur les dépenses faites par leurs équipes. Donc à la fois une visibilité et un contrôle, donc dire oui ou non, j'accepte pas cette dépense. Et enfin, on a le bout du tunnel, c'est la partie comptabilité. Donc c'est pouvoir donner aux équipes finances pour le coup la possibilité de là, faire encore un contrôle encore plus haut niveau et de faire le lien avec leur logiciel de compta pour faire une réconciliation de toutes les dépenses et et permettre de contrôler toutes les dépenses de l'entreprise. Comment est constitué le pôle produit? Alors le pôle produit, on fonctionne en squad. Donc on a plusieurs squads. Aujourd'hui, actuellement, on a à peu près 4 squads, si je ne me trompe pas. Ça peut bouger en fait le nombre de squads, ça va dépendre des sujets qu'on va avoir en parallèle. Il y a des fois où on va avoir, en fait, il y a des squads qu'on va pouvoir constituer pour aller tacler un projet, et d'autres fois les personnes de cette squad vont être réparties sur d'autres. Donc là, à l'heure actuelle, on va avoir 4 squads. Dans chacune des squads, on a un PM, un designer et un certain nombre de développeurs qui va dépendre de la complexité et des besoins de la squad. On a aussi une squad mobile qui était assez restreinte et qui commence à grossir. Là, on va avoir
on va avoir un quatrième développeur, un nouveau PM. Du coup, moi, je suis designer aussi sur cette squad mobile. Et au-dessus de ça, on a une head of product qui chapeaute un petit peu tout. Et une fois que tu es arrivé, est-ce que c'est toi qui as mis en place les process, notamment d'un point de vue design, au travers de la conception? Non, alors moi je suis arrivé, donc comme je le disais, quand je suis arrivé en freelance, il y avait déjà un designer, donc Bertrand, euh, qui était déjà là, qui avait déjà mis pas mal de choses en place. Il travaillait aussi avec Louis-Victor, qui est toujours là, qui était arrivé peut-être une semaine avant moi, et qui à l'époque était alternant. Donc au final, on était quand même, enfin quand je suis arrivé en freelance, on était trois designers. Et il y a Aurélien qui nous a rejoint par la suite, donc maintenant on est 4 designers à temps plein. Donc c'était plutôt Bertrand qui avait déjà mis en place un certain nombre de routines en fait design, donc des designs critiques. On a mis ensuite en place des peer reviews où en fait chaque semaine on, on a un petit algorithme qui va nous dire le travail de qui je dois, alors pas vérifier ni contrôler, en fait c'est faire un peu la chèvre par rapport à un autre designer, où il va te montrer un petit peu là où il en est, et puis toi tu découvres le design un petit peu comme ça, et donner tes feedbacks. Et en fait, ouais, toutes les semaines, il y a un designer à qui moi je dois montrer mon travail et un designer qui doit montrer son travail, pardon, et on tourne comme ça. Ça nous permet aussi de voir plus dans le détail ce sur quoi travaillent les autres designers. Trop cool. Et du coup, par rapport au fonctionnement en interne, est-ce que la culture design, tu peux dire qu'elle est vraiment évangélisée ou comment ça se passe? Ouais, effectivement, c'était aussi ce que je voulais dire par rapport à ta question précédente. Et c'est une des raisons qui a fait aussi que je me suis senti bien dès le début chez Spendes, c'est qu'il y a une culture du design, en tout cas du même produit de manière générale, qui est hyper forte. Et en fait, c'est assez évident pour tout le monde qu'on va fonctionner d'abord sur un MVP qui ne sera pas forcément complet, sur lequel on va itérer, sur lequel on va demander à avoir des retours utilisateurs et la fameuse boucle de design classique, hein, et que l'on va faire et duquel on va aboutir à un produit qui sera tel qu'on le voulait dès le début. Et ça, en fait, c'était évident pour tout le monde parce que j'ai pu travailler avec d'autres boîtes avant qui voulaient uniquement voir. Enfin, si on ne faisait pas directement la version idéale, en fait, ils n'arrivaient pas à se projeter. Donc nous, enfin, et c'est ce qu'on fait toujours, hein, on fait toujours la version idéale qu'on aimerait avoir, donc la version North Star, comme on appelle, où on va avoir toutes les features dans le moindre petit détail, et puis après on se dit, ok, maintenant qu'on sait où on veut aller, comment on cut ce design en sous-projets en fait, en différentes versions, pour se dire, voilà, là dans le prochain sprint, pardon, on est capable de faire cette fonctionnalité, mais sans ces petits aspects de la feature qui vont nous permettre quand même de au moins tester s'il y a un intérêt pour cette feature, si elle fonctionne, et éventuellement pas la release à tout le monde, mais la sortir en alpha que sur certains clients avec qui on a une bonne proximité. C'est ça qui est bien aussi. Je pense que c'est beaucoup plus le cas en B2B qu'en B2C. Si on vient avec l'exemple de VidDressing avec qui j'ai travaillé, c'était beaucoup plus difficile d'avoir des retours utilisateurs, ou en tout cas d'avoir des retours utilisateurs qui nous aidaient à avancer, puisque chacun avait un petit peu son avis. Il y avait pas de... C'était beaucoup plus difficile d'avoir une vision claire de ce que chacun des types d'utilisateurs voulait. Ouais. Alors que dans le B2B, c'est beaucoup plus clair et on a un accès beaucoup plus simple aussi aux utilisateurs, puisque c'est leur outil en fait, du quotidien. Et c'est pas une app qu'ils utilisent parmi d'autres. Et du coup, par rapport à la place du product designer, par rapport aux gens avec qui tu travailles, est-ce que tu te sens plus proche des PM et des développeurs, ou tu es aussi en étroite relation avec par exemple les data analysts? Parce qu'en fait, on se rend compte que le designer, il se situe en fait entre le développement et le marketing, donc du coup, à un moment donné, ça dépend aussi de la culture de la boîte et où c'est orienté.
Du coup, quel est ton positionnement là-dessus? Alors, donc effectivement, nous on a une équipe data, donc avec en particulier euh, Arthur pour le nommer, qui est lui chargé de tout ce qui est data relatif au produit. Donc on va pouvoir travailler avec lui lorsqu'on va réfléchir à une feature en amont, essayer quand on a des doutes sur une orientation, et donc essayer d'aller creuser la data avec lui. Euh, donc ça, je pense que ça va. Enfin, pour nous, c'est assez évident de travailler la data. C'est quelque chose qu'on essaye qu'on essaye d'avoir à chaque fois, d'avoir toujours une approche data. Dans la mesure du possible, réussir à avoir de la data en amont. Et dans tous les cas, on traque à chaque fois ce qu'on va sortir pour voir si la feature est utilisée comme il faut et si son taux d'adoption est bon. Tu posais aussi la question par rapport à la relation PM-Dev. Ça, comme je le disais, on fonctionne en squad, donc tu as vu un petit peu comment étaient constitués nos bureaux. En fait, on a des grandes tables où PM, Dev, designers sont tous mélangés, donc au sein d'une même squad. Et la communication, elle se fait assez naturellement. Euh, c'est le cas pour tous les designers ici, en tout cas. On a tous un background un peu technique. Donc moi j'ai pas codé depuis longtemps. J'ai jamais codé en tant qu'employé parce que je me suis arrêté en stage, mais j'ai toujours gardé une appétence pour le côté technique et je me suis toujours intéressé euh, au code. Et c'est le cas pour tous les autres designers en fait ici. Donc je dis pas que c'est un indispensable, mais en tout cas c'est un assez fort avantage d'avoir au moins une connaissance technique de comment est-ce qu'on construit un produit digital pour pouvoir échanger avec les devs. Et c'est ce qui est assez appréciable dans la façon dont on travaille ici avec nos squads. Tu as parlé aussi du marketing Ouais, et de la le lien communication. peut-être entre le marketing et le design. Ouais. Effectivement, alors nous, on a une équipe marketing, il y a un brand studio en fait, qui n'est pas directement relié au produit. C'est pas les product designers qui vont s'occuper du marketing, comme ça peut être souvent le cas. Et en fait, on n'est pas dans la même équipe, mais on travaille quand même de manière assez rapprochée. Euh, donc, ils sont juste ici, ils sont vraiment pas loin de nous dans les bureaux. Et donc, eux vont travailler vraiment sur tous les aspects liés au branding, les campagnes de communication, travailler l'identité aussi, c'est quelque chose qui est en construction chez Spendesk. Il y a eu plusieurs étapes de réflexion et ce qui est difficile, c'est de réussir à mettre à jour le produit, vraiment le produit à l'intérieur, passer en fait les pages d'inscription, de continuer à conserver ce branding à l'intérieur du produit. Et ça, c'est un enjeu assez important pour nous, en fait, puisque nous, en tant que product designer, on va réfléchir au flow, à la construction des pages, etc. Mais finalement, il ne faut pas qu'on perde de vue aussi de venir ajouter un petit peu de l'émotion et de venir mettre ces notes de branding à l'intérieur de l'expérience. Et donc là, on travaille en étroite collaboration avec les brand designers, en fait, qui vont eux, travailler sur des visuels qui vont être un petit peu plus émotionnels. Là, on a une nouvelle brand designer qui est arrivée, qui maîtrise aussi hyper bien le motion, donc du coup pouvoir rajouter des animations. C'était quelque chose qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui dans le produit parce qu'on s'est vachement concentré sur construire un produit qui marche et construire les features. Et là, plus ça va aller, plus on va essayer de rajouter ces petites aspérités en fait à l'intérieur du produit et qui vont être faites avec les brand designers. Et est-ce que du coup, on peut parler de micro-interaction, notamment par rapport au motion design? Est-ce que tu penses que c'est un des facteurs, par exemple, qui peut susciter de capter l'attention de l'utilisateur?
Ouais, on peut parler de ça. Nous, c'est pas. Alors, on mise pas tout là-dessus parce que on a un produit B2B assez sérieux, on va dire, mais en fait, donc, on va pas vouloir ajouter de la micro-interaction partout sur le moindre call to action comme on pourrait le faire sur un site événementiel. Mais par contre, sur des moments bien sentis, on commence à le faire, on essaye de le faire. Alors, c'est plus sur l'application qu'on est en train de le faire. Euh, pour plusieurs raisons. À la fois sur l'application, aujourd'hui, elle s'adresse davantage euh, aux employés, donc aux personnes qui vont faire des paiements. Donc, alors que sur le desktop, bon, il y a évidemment ces mêmes personnes, mais on a aussi il y a aussi beaucoup de fonctionnalités qui sont dédiées aux comptables. Donc là, on ne veut pas avoir quelque chose enfin, mettre trop d'animation et trop perturber l'utilisation. En revanche, sur l'application, on est sur un moment peut-être un petit peu plus, un moment d'utilisation où on est moins concentré. Ça va être un commercial qui doit uploader ses reçus après avoir fait un paiement. Bah, lorsqu'il a uploadé, on est en train de penser à des choses où lorsqu'il va avoir uploadé 5 reçus dans la journée, peut-être lui mettre un petit moment de émotionnel avec une animation et où là voilà on va pouvoir avoir un peu plus d'émotion et donc de micro-interaction sur ces moments-là. Maintenant, je vais te poser une question un peu plus personnelle. Donc, du coup, tu es passé d'un parcours qui est plus centré sur l'informatique pour te rediriger vers le design. Quels a été, du coup, tes choix? Qu'est-ce qui a motivé ce choix, en fait? Bah, en fait, pendant tout le long de mon parcours étudiant, euh, je savais que j'étais passionné par tout ce qui était nouvelles technologies. J'aimais coder, mais je ne voyais pas vraiment rester développeur. À côté de ça, en fait, j'avais toujours été passionné de graphisme, de, de graffiti. J'ai toujours essayé de faire des petits projets à côté de sites web, justement pour pouvoir faire du graphisme. Mais sans jamais me sentir suffisamment légitime en fait ou confiant pour en faire des études. Donc ça a été un parcours en fait, un cheminement qui a été assez long. Le temps de me sentir en fait légitime dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a un souci de légitimité dans le sens où le design, c'est quelque chose où il n'y a pas de vérité. C'est pas comme le marketing où en fait tout est chiffré. Mhm. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire le point là-dessus. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu t'es intéressé dans un premier temps au graphisme pour là être dans une position qui est vachement stratégique finalement. Parce que tu traites des flows plus que du branding. Mhm. Comment tu as pu en fait voir que c'était plus le parcours qui t'intéressait? Ouais, bah exactement. Bah, en fait, pour moi, c'est vraiment le mélange entre l'aspect purement graphique, esthétique, qui peut être gratuit en fait. Et je trouve ça génial quand on fait des choses gratuites. Et bah, l'aspect plus cartésien, pragmatique du développement et de ma formation en école d'ingénieur. Et du coup, moi, je me retrouve entre les deux et à ma bonne position en fait en product design, puisqu'il y a toujours cette recherche de pragmatisme en fait, de faire quelque chose qui a du sens et qui est fondé. Donc pas aller chercher forcément quelque chose de uniquement esthétique, mais il y a quand même cet aspect esthétique et donc du coup de réflexion design pour réussir à rendre une interface qui va être fluide, utile et puis si en plus elle est agréable à l'œil, du coup c'est encore mieux. Est-ce que vous menez des user interviews? Évidemment, tout ce qui est test utilisateur est même très développé et même si, enfin, je pense que ça ne sera jamais assez en fait. On essaye d'en faire toujours plus. Donc des user interviews, on va en faire à la fois très en amont d'une réflexion. Donc
ça va pas forcément être moi, un product designer, qui va les mener ceci, puisque ça va plus être en amont, en stratégie produit, donc ça va pouvoir être fait lors d'une discovery par un PM, ou même par bah, notre head of product. Nous, en product design, on va faire des user interviews lorsqu'on a déjà identifié un scope sur lequel qu'on va vouloir attaquer. Donc, c'est quand la discovery est un petit peu plus claire. Là, on va identifier, donc toujours avec la data, avec l'équipe data, on va identifier ou avec les CS, donc c'est le Customer Success, qui eux, donc on va avoir des remontées qualitatives de la data, on va avoir des remontées donc quantitatives de la data et qualitatives du CS, et on va identifier donc des sociétés à aller interviewer. Donc ça va être en amont, en discovery. Et puis dès lors qu'on va avoir réfléchi à des maquettes, donc ça va être sur wireframe, mais de toute façon, des wireframes, on passe très vite, généralement nous, à des maquettes à peu près abouties, mais pour pouvoir présenter d'expérience, en fait, on a parfois présenté des wireframes, et certains clients ont du mal à se projeter. Donc du coup, leur présenter quand même des flows finalisés ou quasi finalisés, qu'on met sur un InVision, ou même avec Figma. En fait, maintenant, on n'a plus besoin d'InVision, et on peut leur donner la main sur le flow, et ils font le test, et en fait, c'est hyper souvent que on fait nos tests, et on se retrouve avec plein d'insights hyper intéressants. Et alors, je dis pas que c'est arrivé qu'on refasse tout à zéro, puisque généralement, on a quand même eu notre phase d'interview en amont qui nous a permis de bien cerner le besoin. Mais malgré tout, sur le flow, sur le wording, donc sur le texte de l'interface, on a des retours hyper précis sur comment les aboutir pour avoir une expérience encore plus complète. Donc en fait, on sort jamais rien sans que ce soit passé par les mains d'utilisateurs avant. Parce qu'en fait, c'est vrai que maintenant, le métier du UX designer, product designer, il devient de plus en plus segmenté. Notamment, là, tu parlais du wording. Est-ce que tu trouves que par moment, c'est compliqué d'établir une stratégie par rapport à ça? Parce que ça suscite évidemment des compétences également en marketing et puis des compétences rédactionnelles. Hein. Ouais, clairement, c'est une réflexion qu'on se fait souvent. Donc pour l'instant, nous, on n'a pas donc ce qu'on appelle un UX writer, voilà, exactement. C'est pas une compétence qu'on a en interne, en tout cas. Par contre, on en parle entre nous. On essaye on sait que ça a une importance, et donc du coup, on se challenge vachement sur les textes que l'on met, sur la façon dont on oriente aussi le texte, en fait, sur la tonalité. Donc ça, on essaye d'avoir toujours la même tonalité dans le produit. Il y a une autre problématique aussi, c'est que quand on fait français-anglais, on va pas forcément avoir la même tonalité entre les deux, puisque c'est des habitudes de communication, la façon dont on a l'habitude, nous, en tant que Français, de se voir être communiqué des choses via une interface. Ça va pas forcément être la même chose en anglais. Donc c'est clairement des réflexions qu'on a beaucoup ici. On a la chance d'avoir un département marketing qui est aussi assez bien staffé, et notamment justement en rédacteur. Donc lorsqu'on a des doutes, des demandes, on se les fait challenger aussi par ces personnes, que ce soit en anglais ou en français. Donc ça c'est hyper agréable aussi, puisqu'il y a énormément d'anglophones chez Spendesk, et donc du coup ça nous permet d'être beaucoup plus précis là-dessus. Nickel. Est-ce que tu as des livres à recommander d'un point de vue design? Yes. Moi, il y a un livre que j'ai vu, alors ça va pas être des choses forcément très récentes. On a parlé tout à l'heure du branding à l'intérieur du produit. Et donc il y a un fameux livre sur le design émotionnel. C'est le format de livre sur le design qui est hyper connu, avec plein de couleurs et des petits formats. Celui-là était hyper intéressant, avec plein d'exemples de Mailchimp, notamment sur comment est-ce que justement ils mettent la bonne tonalité à l'intérieur du produit, et mettre ces petits
ces petits interstices émotionnels à l'intérieur du produit. Ça, c'est enfin, j'y repense souvent, en fait, justement, quand on essaye de mettre un petit peu d'émotion dans nos flots qui peuvent parfois être assez rigides. Je repense souvent aux exemples qui sont dans ce livre-là. Et un autre livre, rien à voir avec le design digital, mais un autre livre qui m'a vachement passionné. C'est pas une bio, mais en fait c'est un livre qui retrace tout le parcours de Dieter Rams, donc le designer designer produit, mais produits physiques de Braun notamment. Ouais. Et donc du coup, on se rend compte que c'était il y a les premiers designs, ça devait être dans les années 60. J'espère ne pas dire de bêtises, je ne suis pas replongé dedans depuis un moment. Et il y avait déjà plein de principes qui sont les mêmes, enfin qui pourraient être applicables aujourd'hui en fait sur donc il y a ces fameux 10 principes que je ne connais pas par cœur, donc je ne vais pas les citer. Mais il y a notamment des principes, c'est sur le fait de faire du design durable. Donc quand on parle aujourd'hui beaucoup d'obsolescence programmée, lui il voulait aller à l'inverse. Et donc je trouve que tous ces principes et toutes les réflexions qu'il avait s'appliquent de la même façon aujourd'hui sur du design digital, alors que à l'époque lui il designait des rasoirs électriques ou des radios, des tournevis, etc. Donc très inspirant. C'est fou parce qu'en fait on peut voir que malgré le fait que ce soit du design d'objets, donc produit pur, on retrouve les mêmes problématiques dans du software. Exactement. Est-ce que tu vas souvent à des meet-up? Pendant une époque j'y allais assez régulièrement. Il y a plein de meet-up il y a toujours des nouveaux meet-up qui sont organisés à Paris. En tout cas, là récemment, c'était il y a 2 semaines, j'étais à un meet-up des designers interactifs avec justement Jean-Louis Fréchin, j'espère que j'écorche pas son nom, mais qui est un designer qui vient pas de l'école du digital en fait, qui a eu une formation de design, alors je crois même qu'il a une formation d'architecte, mais qui a été un des premiers à faire du design digital en France. Et donc du coup, il nous a refait, c'est peut-être pour ça que j'ai pensé d'ailleurs au livre de Dieter Rams, mais il nous a refait un petit peu toute une histoire du design depuis les tout premiers, avant même qu'on parle de design, quoi, et jusqu'à maintenant. Et c'était assez passionnant en fait d'avoir cette vision. Il remettait vachement en cause tout le modèle américain et le fait que maintenant on parle de design thinking un petit peu à tout va. Alors que ce qu'il disait, c'est que de toute façon le design thinking, pour un designer, c'est assez logique de penser, d'avoir cette démarche-là et qu'on n'a pas eu besoin d'avoir la formalisation qui a été faite, je crois, par Don Norman justement. Du design thinking sous cette forme, puisque c'était déjà quelque chose qui était assez évident. Et je vous encourage à aller. Il a sorti un livre et donc à acheter son livre, et ça sera beaucoup plus clair que mon explication, je pense. Et je pense qu'il y a une vidéo aussi sur le site des designers interactifs qui a dû sortir. La question de la fin, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite débuter en design? Quel conseil de pas avoir peur en fait de faire des projets pour soi qui sont pas forcément sans forcément d'intérêt, redesigner une app sans forcément que ce soit avec pour unique but de poster ça sur Dribbble ou autre, mais pour s'exercer soi-même à réussir à retranscrire ce qu'on a en tête visuellement. Enfin, moi, je sais, c'est ce que j'ai parfois fait, en fait, où je me disais, mais de toute façon, je sais pas faire, mais le seul moyen, en fait, c'est de s'entraîner à le faire, même si c'est gratuit. Et donc, du coup, de faire des projets, pour soi. Super, merci David. Merci Anna.